Alors, merci beaucoup Clémence pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être ici. Et merci Cathy. Donc oui, je vais vous parler de quoi faire en fait après des amétropies résiduelles. Finalement, il y a différentes situations. Ça peut être soit à court terme, soit à plus long terme. Bon, à court terme, une erreur réfractive résiduelle, où il faudra bien sûr éliminer un problème de capot. Et à long terme, soit on se retrouve devant une régression myopique, soit finalement on avait peut-être surcorrigé un patient et là il perd son accommodation, on va se retrouver devant une hypermétropie, ou alors c'est la presbytie qui arrive et le patient qui n'a pas porté de lunettes pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans, il ne veut toujours pas en porter. Et finalement, toutes ces situations, on va raisonner quand même de la même façon. On a deux principales approches, soit le choix entre lifter le volet qu'on avait déjà créé, soit réaliser une PKR sur cet ancien LASIK. Dans tous les cas, on est obligé de faire un bilan pré-retouche qui comporte obligatoirement un OCT de cornée et une topographie pour mesurer le mur postérieur qui nous reste, l'épaisseur du capot réellement créé, la pachymétrie. Bien sûr, on élimine une ectasie et on vérifie le centrement du précédent traitement qui a été fait. Alors, le lift du volet, donc depuis 2020, il y a quand même plusieurs études qui sortent sur ce sujet. Et c'est vrai que le lift du volet semble présenter des résultats réfractifs plus précis. On voit plus de 100% des patients après un lift du volet qui ont une acuité visuelle inférieure à 20 sur 25. Et on voit que même plusieurs années après un premier LASIK, même plus de 10 ans après, ça reste efficace sans perte d'acuité visuelle avec des résultats, des suites opératoires qui sont quand même beaucoup plus confortables qu'après une PKR pour le patient. Alors pourquoi on est toujours un peu frileux de soulever le volet? C'est à cause de ça, à cause de l'invasion épithéliale et du risque de prolifération, de migration de l'épithélium dans l'interface. Et cette invasion épithéliale, elle peut survenir entre 2 et 20% après un ressoulèvement du volet. On disait que c'est surtout après ressoulèvement d'un flap qui avait été créé initialement au microkératome, surtout après un délai important par rapport au premier LASIK. Alors on dit classiquement 10% de risque après 10 ans par rapport au premier LASIK, et surtout chez des cornées plates ou fines. Mais finalement, avec un peu de recul, ça va plutôt être lié à notre technique chirurgicale. Et ça va être plutôt, surtout si on repositionne mal le flap, ou si il est trop fin, irrégulier, ou si on crée un pertuis. Donc là, il y a une étude qui est sortie dans le JRS en 2022 qui s'est intéressée aux facteurs de risque de survenue d'invasion épithéliale après ressoulèvement d'un flap de LASIK. Et alors déjà, il n'y a pas de perte d'acuité de MAVAC, donc ça c'est important. Et sur 73 yeux, il y a un taux de survenue toujours équivalent à 17% d'invasion épithéliale. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'association finalement entre le temps écoulé par rapport au premier LASIK et le ressoulèvement du volet, quand on fait attention à la technique. Donc on va bien revenir là-dessus. Et il n'y a pas d'association non plus finalement avec la première méthode de découpe. Donc que ce soit qu'il ait été découpé au microkératome ou au femtoseconde, finalement ça n'a pas eu d'incidence sur la survenue de l'invasion épithéliale. Donc en réalité, c'est une bonne technique, une technique adaptée et bien maîtrisée de ressoulèvement du volet qui va nous permettre de réduire de manière significative le taux d'invasion épithéliale. Donc je remercie Cathy pour cette très belle vidéo. Et vous voyez ici, donc le premier temps, en fait, c'est le temps le plus important de cette procédure, c'est de bien redélimiter le side cut en fait avec un instrument mousse, et de recréer donc le side cut manuellement. On voit bien qu'elle a retrouvé l'ancien bord du volet, et elle va le délimiter sur les 300 degrés tout autour, parce qu'en fait le volet finalement il n'y a que au niveau de l'épithélium qui recrée une adhérence complète avec la cornée. Parce que
le fait que la cornée elle reste transparente au cours du temps, c'est parce qu'il n'y a pas de cicatrice ou de réaction fibreuse en fait dans le stroma. Ça va se recréer que par capillarité, et c'est pour ça que c'est aussi facile d'ailleurs après de passer l'instrument dans l'interface. Donc c'est vraiment la phase, voilà, c'est l'épithélium qui va être très important à délimiter. Après, Cathy, à la fin, avant de repositionner son volet, elle met de la mitomycine pour limiter le risque d'invasion épithéliale. On ne recommande pas de redécouper un volet plus fin pour éviter l'effet millefeuille pour les retouches. Voilà, et bien rincer les débris du laser et les cellules épithéliales potentielles et la mitomycine ici dans ce cas. Dans le JRS, justement, alors, il y avait un lien aussi vers une vidéo. Là, je vous ai mis des petits extraits. C'est le side cut, le bord du volet. Parfois, il n'est pas très facile à visualiser quand le patient il est allongé sous le laser. Donc, on peut le repérer avant à la lampe à fente. Là, comme sur cette photo, donc il est marqué au feutre à la lampe à fente. Et pareil, donc même technique que tout à l'heure, comme on a vu Cathy, il redélimite bien le bord du volet grâce à l'instrument. Puis on ressoulève. Et là, alors eux, ils réutilisent l'anneau du microkératome juste pour rincer. Ils rincent abondamment et après, ils nettoient avec une petite spongette les cellules épithéliales potentielles sur la face stromale de la cornée et sur la face stromale du volet. Et après, ils utilisent un tube d'aspiration pour sécher les bords et aspirer les potentielles cellules épithéliales. Ils disent que ça marche très bien. Juste un mot aussi, dans les études, pas d'effet démontré sur l'efficacité de la prévention de l'invasion des lentilles ou de la colle biologique. Alors la PKR aussi, c'est une technique efficace et prédictible qui marche bien dans les cas de retouche, quel que soit le délai, parce qu'il n'y a pas de difficulté opératoire particulière. Une étude sur 374 yeux qui montre de bons résultats, mais surtout si on est devant une régression myopique, parce que si on a une hypermétropie ou un patient presbyte, ben ça va être moins adapté. Et la précision réfractive de la PKR, elle va être un petit peu moindre par rapport au livre du volet à cause de la cicatrisation épithéliale qui va être un peu plus aléatoire. Et il peut y avoir une dispersion du faisceau laser de PKR par rapport sur un LASIK initial qui rend la précision pas toujours évidente. En tout cas, c'est tout à fait possible, surtout si on a une cornée fine, qu'on n'a pas assez de murs résiduels pour refaire un LASIK, et s'il y avait un problème de capot initial. Et bien sûr, c'est possible sur toutes les techniques chirurgicales cornéennes précédentes, c'est-à-dire s'il a eu un LASIK ou bien s'il avait eu une chirurgie lenticulaire ou une PKR. Il y a peu d'études sur la transépithéliale dans les cas de retouche, donc ça on peut en discuter, mais en tout cas, si on fait une transépithéliale, il faut absolument avoir un mapping épithélial pour savoir ce qu'il en est de l'épithélium avant de passer sur cette procédure, mais sinon une PKR conventionnelle plutôt. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser la mitomycine en systématique parce que le risque de haze est majeur quand on retouche une cornée déjà opérée. Un petit mot aussi sur le LASIK post-PKR. C'est possible. Voilà une étude ici sur 70 yeux qui montre que finalement l'absence de Bowman n'avait pas d'effet sur la création et le comportement d'un nouveau flap. Donc ça, c'est dans les cas où les PKR ont été réalisés sur des cornées qui pouvaient aussi avoir un LASIK en première intention. Donc pour le face-à-face final, les deux ont des résultats réfractifs prévisibles, mais peut-être plus précis dans le cadre du lift du volet avec des suites, en tout cas plus confortables pour le patient. Le lift du volet, l'avantage, c'est que c'est possible pour traiter toutes les erreurs réfractives possibles. La PKR, elle, en revanche, elle est possible après toutes les chirurgies initiales possibles, et les deux, quel que soit le délai.
Donc, le lift, c'est pas toujours une bonne idée, mais en tout cas, dans les retouches post-LASIK, c'est probablement à privilégier si on peut, mais en faisant attention à prévenir l'invasion épithéliale. Et la PKR reste également possible, mais toujours en prévenant le AIDS avec la mitomycine. Je vous remercie. Merci Laura.